Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2025 tout le monde, qu'elle soit riche en très bonnes lectures, que la santé soit là, le bonheur, enfin qu'elle nous régale cette année 2025. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 2024. Voilà, petit retour en arrière, je vais vous présenter mes meilleures lectures de l'année précédente. Une année 2024 qui a été un petit peu particulière parce que finalement elle a été scindée en deux pour moi et cette chaîne parce qu'en fait au mois d'août j'ai connu un moment un petit peu compliqué, une sorte de burn-out, grosse fatigue émotionnelle et j'ai eu besoin de me remettre en question et de remettre en question aussi cette chaîne et les formats que je proposais dessus pour pouvoir avancer et aller mieux. Et donc à partir du mois d'août, par la suite on a eu de nouvelles petites choses, de nouveaux formats et autres sur cette chaîne qui est restée la même mais qui a eu du petit changement et des petits changements qui moi me font du bien. Donc voilà, voilà. 2024 c'est aussi une année où j'ai pas tant lu que ça, j'ai pas atteint la barre des 100 livres lus et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais bon c'est pas grave, en vrai, voilà, vraiment, tant pis, tant pis, mais bon c'est pas un concours et il n'empêche que comme vous allez le voir, j'ai quand même des livres à vous montrer aujourd'hui, je me suis quand même régalée en 2024 et ça c'est le principal, peu importe le nombre de livres qu'on lit dans l'année. Donc c'est parti pour ce top 10. On commence par une mention honorable, un livre qui aurait pu faire partie de mes 10 meilleures lectures de 2024. J'ai beaucoup hésité et puis finalement je me dis que c'est quand même un livre que j'ai énormément apprécié mais qui peut pas remplacer les 10 autres, enfin prendre leur place dans mes meilleures lectures 2024. Donc mention honorable quand même pour Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, publié chez les éditions de Saxus. C'est le tome 2, la suite du roman Le sang et la cendre et je me suis régalée à ses côtés, franchement une saga dont j'ai lu que les 2 premiers tomes et il y en a déjà je sais pas combien qui sont sortis et des spin-offs et tout et je suis très en retard mais à chaque fois que je lis un tome de cette saga je me régale. Donc voilà, quand même mention honorable pour celui-là parce que je ne pouvais pas ne pas le mentionner, hein, juste un tout petit peu. Et cette fois-ci, c'est bel et bien parti pour mes 10 meilleures lectures de 2024 que j'ai choisi de vous présenter dans l'ordre chronologique dans lequel j'ai lu les livres en question parce que j'avais pas envie de les classer de 1 à 10, c'était trop compliqué. Donc, retour en hiver 2024, j'ai adoré ma lecture de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Franchement, cette saga, j'ai lu que le premier tome, mais ce premier tome, incroyable, gros coup de cœur, c'est ma meilleure lecture de 2024 que j'ai lu du coup au mois de février je crois et qui n'a pas été détrônée depuis parce que franchement Fourth Wing c'est un univers incroyable où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Violet et qui va s'engager dans l'armée. Et en fait, l'armée dans son royaume, c'est un petit peu spécial parce que toutes les personnes qui en font partie se lient avec des dragons. Et donc notre Violet, quand elle va s'engager dans l'armée, déjà c'est hyper difficile pour elle de pouvoir accéder à l'institut où on forme les soldats. Et, vraiment, déjà c'est le parcours du combattant pour réussir à accéder à l'institut, physiquement parlant, parce que c'est toute une épreuve pour y aller. Et en plus de ça, une fois à l'institut, eh bien il y a les dragons qui de temps en temps scrutent les soldats. Parfois ils peuvent en cramer un ou deux s'ils estiment que c'est pas des bons soldats, qu'ils veulent pas travailler avec eux. Donc vraiment les dragons dans cet univers là c'est quelque chose, hein. Ils sont vraiment très coriaces, vraiment c'est pas des gentils dragons. Et notre Violet en plus, vu que sa mère c'est une capitaine, lieutenant, enfin je sais plus son grade dans l'armée mais elle est quand même haut placée, et bien Violet a des ennemis puisque on retrouve à l'institut certains des enfants dont la mère de Violet a mis les parents en prison. Donc ces personnes-là n'aiment pas spécialement Violet. Voilà un petit peu. Honnêtement, on va se retrouver avec un univers, avec une romance Enemies to Lovers, mais incroyable. Moi j'ai trop aimé le love interest de ce roman, j'ai trop aimé les dragons de ce roman, j'ai trop aimé le fait que, comme souvent dans ce genre de roman, oui t'as un univers
là pour le coup une sorte d'armée, et tu te rends compte que ce système, c'est pas un système qui va si bien que ça, on nous cache des petites choses, en même temps c'est un univers qui est hyper dangereux, enfin vraiment c'est hyper épique, il y a beaucoup d'aventures, de rebondissements, une romance hyper captivante, un love interest Xaden, oh là là, qui fait un peu penser à Harry Sanders sur certains aspects, je trouve. Enfin vraiment trop bien ce livre. Captivant, prenant. On arrive ensuite au printemps où j'ai retrouvé avec un grand plaisir la plume de V.E. Schwab avec son roman Thread of Power. Ah, je suis trop contente parce que ce livre, les bonnes vibes, ça m'a vraiment replongée dans les années 2017-2018 où je lisais la saga de l'autrice Shade of Magic. Et en fait, Thread of Power, ça se passe dans le même univers, avec les mêmes personnages, mais quelques années plus tard. Et eh bien, on va avoir un nouveau personnage qui va s'ajouter à tout ça, et un artefact magique qui, dans de mauvaises mains, pourrait bien causer d'énormes dégâts. Donc franchement, si vous avez aimé la saga Shade of Magic, eh bien c'est un plaisir de retrouver tous les personnages qu'on a aimés dans cette saga, et en plus d'en voir de nouveaux, de voir de nouvelles péripéties qui vont arriver dans cet univers. Enfin franchement, moi ce livre, cette belle briquette là, j'ai pas vu le temps passer à ses côtés, je me suis régalée, c'était trop bien, et comme d'habitude, V.E. Schwab, elle fait vraiment des merveilles avec sa plume, elle nous crée des univers de dingue et elle nous embarque. J'ai aussi adoré Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, ça a été une lecture captivante où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Oraya, j'ai toujours du mal à retenir les prénoms des personnages des romans que je lis, et Oraya en fait c'est une humaine, mais elle a été adoptée par le roi des vampires lorsqu'elle était tout bébé, et depuis en fait elle vit parmi les vampires. On est dans un univers où vampires et humains vivent ensemble, mais clairement les humains sont pas bien traités par les vampires, et du coup Oraya, dans le dos de tout le monde en fait, le soir, eh bien elle fuit un petit peu sa chambre, l'endroit où elle habite, et elle s'en va tuer des vampires en fait, ceux qui font du mal aux humains. Et un jour, Oraya, elle comprend qu'elle va devoir faire un petit peu plus que ses preuves dans cet univers où elle évolue, parce que mine de rien, elle est humaine. Certes, son père, c'est le roi des vampires, mais il faut quand même qu'elle fasse ses preuves en fait parmi ces vampires. Du coup, elle va devoir participer à une sorte de tournoi où il y a plein de vampires. En fait, c'est la seule humaine, et dans ce tournoi hyper dangereux à la Hunger Games, il n'y a que des vampires en concurrent. Voilà. Donc bon, pas facile pour notre Oraya. Elle va bien être obligée de créer quelques alliances, et notamment une alliance avec un certain vampire, un certain monsieur un petit peu particulier. Vous voyez venir. Donc voilà, franchement, un roman qui est trop bien. Une romance Enemies to Lovers, très cool aussi. Franchement, un roman captivant. Si vous aimez Hunger Games et que vous aimez les vampires, lisez. Lisez, vous allez voir. On passe à l'été maintenant, et je suis obligée évidemment de mettre dans cette vidéo le tome 8 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Un tome 8 coécrit avec son fils Harry Whittaker, puisque l'autrice nous a quittés avant de pouvoir terminer ce tome 8, et c'est donc son fils qui a pris le relais et qui nous a permis d'avoir le fin mot de cette histoire. Une saga de secrets de famille que j'ai adoré de bout en bout, où on va y suivre à la base un homme multimilliardaire qui a adopté ses filles aux quatre coins du monde, et à sa mort, elles vont chacune recevoir une enveloppe contenant des indices qui va en fait les aider chacune à pouvoir partir à la quête de leur origine, de savoir d'où elle vient, qui sont leurs ancêtres. Et du coup, dans chacun des tomes, on suit l'histoire d'une des sœurs. Et là arrive ce 8e tome sur le père de famille, donc Atlas, l'histoire de Passalt. Et ce tome-ci, il est tellement bien, il est tellement incroyable, parce que déjà on suit la vie de cet homme qui est pas banal du tout, et en plus de ça, au fur et à mesure de sa vie, on comprend en fait que toutes les filles qu'il a adoptées, c'est pas
n'importe qui en fait. Il a un lien avec elle, avec leur famille et on suit ça petit à petit et ce tome 8 en fait il fait vraiment le lien entre chaque tome avec brio et en même temps il nous replonge dans chacune des histoires des tomes précédents et oh là là, vraiment les émotions en lisant ce tome 8 et je l'ai terminé. Quand j'ai terminé les dernières pages, je me suis dit que vraiment c'était un tome qui clôturait de façon si belle cette saga que je ne peux que vous conseiller, d'autant plus que maintenant elle est terminée, donc il n'y a plus d'attente entre les tomes, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai également adoré Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, le dernier Clara Héro. Clara Héro qui a sorti 3 romans et ces 3 romans étaient des coups de cœur pour moi. Franchement, cette autrice. Et donc, pour ce petit dernier, ça n'a pas dérogé à la règle, hein. On va y suivre ici 2 sœurs, Phoebe et Lena, et pour leurs vacances d'été, elles vont suivre leurs parents et passer du temps à Biarritz chez leur grand-mère. Et c'est un été qui va être un petit peu particulier pour toutes les deux parce que dans cette famille dysfonctionnelle où elles sont, il y a beaucoup de non-dits. Et du côté de Lena, l'une des sœurs, Lena, elle a passé une année un petit peu compliquée au lycée. Et peut-être que de nouvelles rencontres vont pouvoir l'aider à s'épanouir. Et du côté de Phoebe, elle a entamé sa première année à la fac. Et clairement, c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire comme étude, c'était pas du tout le choix de vie qu'elle voulait faire, mais c'était le choix de sa maman et elle l'a suivi pour lui faire plaisir. Et clairement, ça a été très très dur pour Phoebe de vivre cette vie qu'elle ne voulait pas en tant qu'étudiante à la fac de droit. Et Phoebe, c'est le genre de personnage qui, quand ça va pas, elle garde tout pour elle. Là où Lena, elle, quand ça va pas, elle l'explose. Et du coup, on a vraiment ce contraste entre ces 2 sœurs, beaucoup de non-dits du côté de Phoebe, ce côté mutisme, on se renferme sur elle-même quand ça ne va pas. Du côté de Lena, cette explosion, ce besoin de s'exprimer à tout prix. Et cet été qui va se retrouver assez particulier pour nos 2 sœurs et peut-être qui va les aider à avancer. En tout cas, c'est un roman qui est hyper touchant. Je me suis retrouvée dans les 2 sœurs, mais encore plus en Phoebe et en son mutisme. Et franchement, c'est très très beau, c'est très bien écrit et je ne peux que vous conseiller de toute façon tous les romans de Clara Héro. Et puis comme je vous disais en début de vidéo, il y a eu le mois d'août qui a été un peu particulier pour moi où j'ai limite frôlé la panne de lecture également, mais il y a eu une autrice qui m'a sauvée de cette panne de lecture menaçante et il s'agit de Danielle L. Jensen. J'ai lu les tomes 2 et 3 de sa saga du Pont des Tempêtes, mais j'ai également lu le roman Un destin ancré dans le sang et j'ai adoré celui-là. J'ai aussi adoré la saga du Pont des Tempêtes, mais celui-là d'autant plus, c'est un premier tome d'une nouvelle saga. On va suivre Freya qui est une jeune femme qui va être très très attirée par son beau-fils. Alors oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros Freya, dans le début du roman, elle va se retrouver mariée à un homme qu'elle n'a pas spécialement choisi, mais en fait cet homme lui fait comprendre que elle n'a pas le choix, elle doit l'épouser parce qu'il y a une prophétie qui dit que si une personne a le pouvoir qu'a Freya, eh bien il faut mieux qu'elle se marie avec un homme comme lui. Enfin, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, mais en gros, prophétie fait que Freya se retrouve mariée à un homme qu'elle n'a pas spécialement choisi. Bon, lui non plus, il n'a pas spécialement choisi Freya. Clairement, il va rien se passer de physique entre eux, juste ils sont mariés parce que Freya a un pouvoir particulier, parce que prophétie qui dit que, mais Freya, elle, son cœur va plutôt battre pour le fils du coup de son mari qui a à peu près le même âge qu'elle et qui va énormément côtoyer Freya, puisqu'en fait le mari de Freya va demander à son fils de garantir la sécurité de Freya et c'est lui qui va tout le temps l'accompagner. Et notre Freya qui découvre un petit peu son pouvoir magique, elle va devoir apprendre à s'en servir, mais elle va aussi devoir apprendre au cours de ce roman à se battre et à se défendre parce qu'il va lui arriver pas mal de petites choses et elle sera toujours entourée de Björn, je sais pas trop comment ça se dit, Björn, je sais pas trop, mais en tout cas voilà, il va y avoir vraiment toute une relation entre les deux, tout un rapport assez sympa à suivre et franchement, ce roman, on est dans une ambiance donc romantasy, polaire et nordique.
Et la façon dont ça se termine, j'aime vraiment beaucoup parce que on sent que le tome 2 sera un peu dans les vibes de Akomaf, donc le tome 2 de la saga Un palais d'épines et de roses. Il y a vraiment ce côté fond de famille, je sens qu'il va arriver en puissance dans le tome 2 et du coup ça me donne trop envie de continuer cette saga. Donc voilà, voilà un roman qui m'a fait trop du bien quand je l'ai lu au mois d'août, qui m'a changé les idées. En plus la plume de l'autrice elle est tellement fluide, ça se lit tellement bien, enfin vraiment un régal. On passe maintenant à l'automne. J'ai adoré lire L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. J'ai appris que l'autrice avait fait koh et du coup j'étais hyper surprise et d'un côté je me dis ah mais c'est super classe du coup, super cool qu'une femme badass écrive du coup un roman sur des femmes badass, puisque dans ce livre donc on est dans un univers où les femmes sont vraiment les maîtresses du monde. Clairement elles sont vues comme des êtres humains supérieurs par rapport aux hommes qui eux sont vus comme limite comme des animaux. Et d'ailleurs qui vivent pas forcément avec les femmes parce qu'ils sont pas considérés comme des humains assez bien pour pouvoir vivre avec elles. Et nous dans tout ça, on va suivre Adona. Adona qui est en âge de procréer et du coup il va lui falloir un géniteur. Et on va un peu l'inscrire de force, Adona, sur les listes des jeunes femmes en âge de procréer. Du coup elle n'a pas trop le choix, elle se retrouve embarquée là-dedans. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que tous les ans il y a certains hommes qui sont pris sur l'île des hommes qu'on va sélectionner. Et quand ces hommes arrivent là où vivent les femmes en fait ils doivent participer à un tournoi hyper dangereux un peu à la Hunger Games. Et les survivants, parmi les survivants en fait on va choisir les futurs géniteurs en fait des enfants des femmes, voilà. Voilà un petit peu le truc. Et dans tout ça, on va suivre le personnage d'Hélios. Hélios va faire partie de ces hommes qui vont être sélectionnés pour aller sur le territoire des femmes, pour pouvoir prétendre au titre de géniteur pour l'une des femmes. Mais Hélios cache un secret parce qu'on va très vite se rendre compte que lui, il a une idée dans la tête, celle de démanteler ce régime totalement injuste et inégal. Et du coup voilà, nos deux personnages vont se rencontrer bien évidemment et advienne que pourra. Moi je me suis vraiment régalée, c'était trop bien, ça se lit vraiment tout seul. Il me tarde maintenant de lire le tome 2 parce que ça se termine d'une façon qui donne très envie de lire la suite. J'ai également adoré ma lecture de Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo, qui est un tome 2, c'est la suite du roman La 9e maison que j'avais lui aussi adoré. Et en fait dans cette saga, on est sur de la Dark Academia. On va suivre une jeune femme, Alex, qui va intégrer l'université de Yale et découvrir qu'à Yale, il y a des maisons secrètes, il y en a 8, dans lesquelles on pratique de la magie. Et il y en a une 9e, celle que Alex va intégrer, qui est chargée de vérifier que les 8 autres maisons ne font pas de débordement avec la magie qu'ils utilisent. Et en fait, dès qu'Alex va arriver en fait à Yale, quelques temps plus tard, assez rapidement, il va y avoir un meurtre sur le campus. Un meurtre dont la magie pourrait bien être la cause, donc notre Alex va devoir mener sa petite enquête. Et cette saga va aller encore plus loin que ça. Et franchement, c'est un univers mais qui m'a régalée avec le premier tome, que j'ai adoré retrouver avec ce tome 2, vraiment. Mais un régal, mais quel plaisir, c'est particulier, c'est sombre, c'est très halloweenesque, mais franchement, on voit pas le temps passer quand on est plongé dans ce livre et on n'a qu'une envie, c'est en savoir plus à chaque fois. Et moi j'ai très hâte du coup d'avoir le 3e et dernier tome de cette trilogie. J'ai également adoré me plonger dans la lecture de Cursed Crowns par Katherine Weber et Catherine Doyle, qui est là encore un tome 2, c'est la suite du roman Twin Crowns que j'avais aussi adoré et ça m'a fait trop plaisir de retrouver cette saga avec ce tome 2, cette histoire où à la base on va suivre 2 sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. Il y en a une qui ignore totalement qu'elle a une jumelle et elle on l'a préparée depuis des années à devenir la future reine du royaume, et il y a sa sœur qui elle sait qu'elle a
une jumelle. Elle a été élevée parmi les sorcières et elle n'a qu'un but dans la vie, c'est d'usurper la place de sa sœur et de régner à sa place sur le royaume afin d'y effectuer quelques changements. Donc voilà un peu l'histoire de base et franchement ce tome 2 m'a régalé comme c'était le cas du premier tome. J'ai adoré retrouver les personnages que j'aimais tant, Rose qui est ma sœur préférée avec son love interest Shane et puis sa sœur Rain qui de temps en temps m'agace un peu plus parce qu'elle en prend des mauvaises décisions mais de son côté aussi ça a été palpitant de suivre ce qui lui arrivait en fait et de voir un petit peu les nouvelles rencontres qu'elle fait dans ce tome-ci. Voilà, qui amène des petites choses pour le tome 3 que j'ai hâte de découvrir. Franchement, un univers trop bien qui se lit mais tout seul. Les romances sont vraiment bien aussi, prenantes. Moi j'aime beaucoup notamment Shane, l'amoureux de Rose. D'ailleurs dans ce tome 2 on en apprend encore plus sur lui et son passé, donc trop bien. Non, franchement c'est une saga qui régale. Et enfin c'était presque l'hiver, on était à 3-4 jours du 21 décembre lorsque j'ai lu la dernière ligne de ce roman que j'ai tant aimé, qui est Banded by Thorns par Elizabeth et Hélène, deux sœurs qui ont coécrit ce roman que j'ai adoré parce que ce livre c'est La Belle et la Bête, ce conte que j'adore, mais ici version romantasy, donc quand on aime La Belle et la Bête et la romantasy, on est gâté avec ce titre-là. On va y suivre le personnage de Rosalina. Rosalina qui a un statut un petit peu spécial dans le village dans lequel elle habite parce que elle est vue comme la fille du fou du village. Puisque ça fait depuis la naissance de Rosalina que son père n'arrête pas de répéter à tout le monde que sa femme, la mère de Rosalina, a été enlevée par les Fae. Donc dans le village, tout le monde voilà, se dit c'est qui celui-là? Non mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Comme ça des Fae. Et un jour, le papa de Rosalina, cet homme qui n'arrête pas de partir aux quatre coins du monde pour essayer de retrouver sa femme, eh bien là il va disparaître. Donc Rosalina va partir à sa recherche, ce qui va la conduire tout droit sur la terre des Fae. Là où elle va découvrir un immense château dans un grand arbre, Castle Tree. Et elle va découvrir en fait que son papa est emprisonné dans ce grand château. Et elle va proposer un marché au maître des lieux, celui de la garder elle prisonnière à la place de son père. La personne qui n'est autre qu'un Fae accepte ce marché. Rosalina se retrouve donc prisonnière à Castle Tree. Bon, elle, heureusement, elle ne séjourne pas dans un donjon contrairement à son papa, elle a une chambre bien à elle. Et elle va rapidement découvrir qu'il se passe des choses un petit peu spéciales à Castle Tree. Bon, déjà, dans ce château, il y a 4 princes, puisqu'en fait Rosalina découvre que sur les terres des Fae, eh bien il y a plusieurs royaumes. Il y a le royaume du printemps, celui de l'été, celui de l'automne et celui de l'hiver. Et pour chacun de ces royaumes, eh bien il y a un prince. Et Rosalina, elle a fait un marché du coup avec le prince de l'hiver, mais les autres princes des autres royaumes en fait, donc de chaque saison, sont aussi à Castle Tree. Ils vivent aussi dans ce grand château. Pour une simple et bonne raison, c'est que tous les 4 sont victimes d'une malédiction. Rosalina va rapidement découvrir en fait que le soir venu, tous les 4 se transforment en loups. Loups assez dangereux, donc voilà. Et Rosalina, même si techniquement elle est leur prisonnière, elle va décider de les aider à mettre fin à cette malédiction. Du coup, ce roman, c'est ça. Et en même temps, il y a de la romance, on est un petit peu sur un harem inversé entre Rosalina et chacun des princes, mais c'est pas fait de façon bizarre, et puis surtout on sent qu'il y a peut-être une préférence pour un des princes, et voilà, on est un petit peu sur du polyamour, et c'est très bien fait, honnêtement, et chaque personnage est hyper intéressant, a son petit quelque chose, sa petite personnalité qui fait qu'on s'y attache, même si moi j'ai quand même mes préférés. mais ouais, du coup ce roman est hyper prenant, et quand on aime La Belle et la Bête et la romantasy, honnêtement,
Franchement, c'est un vrai plaisir à lire. Voilà, comme ça vous savez maintenant quelles ont été mes meilleures lectures de 2024. Je ne peux que vous conseiller de lire ces livres. Je sais pas si je vous en ai bien parlé aujourd'hui dans cette vidéo parce que ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, donc est-ce que je me suis bien exprimée ou pas? Je l'espère en tout cas, parce que j'espère vous avoir donné envie de lire ces 10 livres. Lisez-les, il le faut en fait, ils sont trop bien, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt et très très vite pour une nouvelle vidéo.